Aujourd'hui, Kylian Mbappé envoie un courrier recommandé au PSG parce qu'apparemment, on est revenu en 1982. Ne demandez pas ce que Scott Kennedy peut faire pour votre pays, mais ce que Scott Kennedy peut faire pour l'autre pays. Et c'est la mi-saison en MLS. Olivier Renard fait un bilan. Est-ce un hasard? Ici Hassoun Camara. Ici Olivier Tremblay et vous écoutez Tellement Soccer. J'ai dit que voilà, mon objectif était de continuer au club, de rester au Paris Saint-Germain. C'est ma seule option pour le moment. Donc je suis très prêt à revenir à la reprise. Et j'espère que les prochaines questions seront portées sur le match parce que demain on a quand même un match éliminatoire sur l'Euro 2024 et je suis le capitaine de l'équipe de France. La lettre n'a pas été envoyée pendant le rassemblement, elle a été envoyée avant. Et je pense qu'il n'y a pas à expliquer. Moi j'accepte tout, les gens peuvent parler, peuvent critiquer, ils peuvent être dans la compréhension, je comprends, j'ai été comme ça, je suis jeune donc j'ai eu la chance d'être un observateur de football et il y a plein de choses que je comprenais pas et dans la vie il y a plein de choses qu'on comprend pas. Ils ont pas tous les tenants et les aboutissants de ce dossier et tant pis pour eux malheureusement, je suis triste pour eux mais tant pis pour eux. Moi je sais pourquoi je fais ce que je fais et je dis ce que je dis et le principal c'est ça et il n'y a pas de problème avec ça. Hein? Le beau temps s'installe, les oiseaux chantent, les terrasses se remplissent. Ça veut dire que c'est encore la saison du transfert de Kylian Mbappé à Hassoun. Exactement. Hassoun, t'as dit ton nom comme il faut. Je suis fier de toi aujourd'hui. Ah, merci, c'est gentil. Hein? Merci Parce que la beaucoup. semaine dernière, ça a beaucoup fait rire Ouais. ma fille aînée. Tellement qu'elle voulait que je montre ça à ses amis. T'as jamais vu un groupe de jeunes filles aussi déçues après qu'on leur ait imposé des attentes parce qu'Elsie disait ça va être vraiment, vraiment drôle. Puis... Finalement, aussi haute la déception. Ouais. Parlant d'attentes hautes, ben, moi j'ai beaucoup d'attentes pour cette nouvelle saga, Kylian Mbappé. Ouais. On a appris ça lundi dernier, évidemment, parce qu'on venait de finir d'enregistrer le balado, c'est la loi de Murphy, que Kylian Mbappé a envoyé un courrier au PSG pour essentiellement confirmer qu'il ne voulait pas activer l'option à son contrat pour la saison 2024-2025. Et là, bon, ça a commencé un petit jeu de tire la couverte de ton bord, tire la couverte de ton bord à toi. L'entourage de Kylian Mbappé qui dit on a fait fuiter ça pour nuire à sa réputation et tout ça. Mais là, la réalité, concrètement, le PSG risque fort de voir son joueur partir pour absolument rien après la prochaine saison. Toi, tu as l'air de trouver que c'est une bonne idée qu'il s'en aille. Là. Il faut, Parce que tu as commis une chronique sur Oui. le radiocanada.ca/sport. en effet. Qui est encore d'actualité, même si ça fait quelques jours déjà. Je vous invite à aller lire ça. Et Hassoun va renchérir, va persister et signer. Pourquoi c'est une bonne idée? Parce que le garçon veut partir. OK, merci d'avoir été là, tout le monde. Exact. Non, tout simplement, je pense que Kylian Mbappé, dans sa stratégie, dans sa façon de communiquer, nous dit tout simplement que il veut partir au Real Madrid. C'est une façon déguisée, entre guillemets, de le faire, stratégique, je pense, hautement stratégique de la part du joueur et de son entourage, d'arriver avec une lettre officielle disant, écoutez, moi, j'activerai pas ma clause pour la saison 2025. Et ce qui fait que je mets mon club au pied du mur, tout simplement, en se disant que l'année prochaine, il partira. C'est ce que ça veut dire. Il reste 1 an, je partirai. Alors, ça peut sembler correct pour les partisans d'entendre un Kylian Mbappé dire je suis content d'être à Paris, c'est ma dernière année, c'est là où je serai, etc. Mais quand on écoute attentivement sa conférence de presse passée un petit peu plus tôt, il dit bien pour l'instant. Pour l'instant, et le poids des mots est important. Pour l'instant, ça veut dire que oui, je suis content d'être au PSG. Le mercato va s'ouvrir. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici le début de saison prochaine. Et je pense vraiment que quand il fait ça, il force finalement le PSG à prendre une décision, soit à le transférer au Real Madrid, ou soit à lui redonner un montant d'argent qui est encore plus haut que ce qu'il a aujourd'hui. Donc, c'est stratégique de la part de Kylian Mbappé, mais c'est pas tenable pour un club comme le PSG. Ça doit être vraiment agréable de regarder ça comme supporter du PSG puis de se dire parle-moi d'un garçon investi
dans le projet, d'un garçon qui veut le bien du PSG, d'un garçon qui veut gagner au PSG. Mais c'est ce qui est le plus frustrant, Olivier, justement, pour un garçon comme Kylian Mbappé, c'est qu'il est irréprochable sur le terrain. Il est irréprochable, il fait gagner son équipe, il est jamais blessé, il veut jouer, il veut marquer, et il le fait très bien. Et en même temps, il te fait sentir que tu peux pas reposer un projet sur ses épaules parce qu'il est prêt à partir. Il est prêt à partir et il te le fait sentir. Donc, tu sais plus où donner de la tête. C'est extrêmement compliqué. Tu as Messi qui est parti. On parle d'un départ de Neymar peut-être. Et puis, tu as la tête de gondole qui te dit, moi, ok, il me reste 1 an, mais comptez pas sur moi pour 2 ans. Là, c'est fini. Et je trouve que c'est extrêmement délicat pour le Paris Saint-Germain, en tout cas, de subir ça. Je dis subir parce que il décide de le subir. Je pense qu'ils doivent mettre le projet collectif bien plus haut que celui d'une personnalité aussi forte qu'elle soit, comme Kylian Mbappé. Et je pense que la décision forte pour retrouver des partisans qui sont contents de retrouver leur club, de venir au stade et de supporter l'équipe, c'est de vendre Kylian Mbappé et de repartir sur un nouveau projet qui fait du sens sur le long terme. Parlant de ça, dans cette chronique que tu as écrite pour le radio-canada.ca/sport, je le rappelle. Petit extrait ici. La manne financière d'un transfert jumelé à l'économie du salaire astronomique de l'attaquant vedette permettrait de recruter de très bons joueurs et de constituer une équipe bien plus homogène et équilibrée. Soit. Ouais. À quel moment, dans les 10-15 dernières années, est-ce que le PSG a montré qu'il était capable de construire une équipe, et je cite, bien plus homogène et équilibrée? Ou juste homogène et équilibrée. Un tout petit peu homogène et équilibré. 1/8 de point de pourcentage homogène et équilibré à ça. On a pu le voir par parcimonie. Moi, je me souviens du PSG d'Ancelotti, avec un Thiago Motta, Matuidi, Verratti au milieu de terrain. C'était peut-être un des meilleurs milieux de terrain du monde, sincèrement. C'est grâce à Ancelotti, ça. Entre autres, justement. Donc, on a vu par parcimonie de belles choses de la part du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Mais en même temps, je pense qu'on a touché le fond du fond, là, en termes de perception, en termes de ressenti, en termes de culture club pour une organisation comme le PSG. Tu as des champions de France et tu as une déception mais abyssale de la part des partisans qui n'ont même pas fêté le titre. Je veux dire, là, ça doit justement te permettre de te poser des questions et de prendre un gros virage qui fait que, ok, on s'est trompé. On s'est trompé, on a été dans un mauvais sens. On assume nos responsabilités et on repart sur quelque chose de plus sain, tout simplement. On a envie les partisans du PSG ont envie de voir une équipe chaque week-end qui se bat, qui progresse, qui évolue d'année en année, mais une équipe qui est aseptisée, je veux dire, sur le terrain et qui est juste sous perfusion d'argent et qu'il n'y a pas ce sentiment d'appartenance que peuvent avoir les partisans. C'est un rejet total qu'il y a aujourd'hui et je pense qu'on doit en tirer le leçon absolument. Oui, mais si t'es joueur, là, puis tu regardes la manière dont les différents directeurs sportifs au fil des ans au PSG ont justement entouré XY joueurs, as-tu vraiment le goût de t'investir dans une nouvelle mouture de ce projet sportif-là? Je veux dire, moi, ce serait difficile de me convaincre. Parce que, comme organisation, tu ne m'as pas prouvé que dans les 12, 24, 36 prochains mois de ma carrière, je vais être heureux puis je vais être épanoui sur le plan sportif. C'est le ressenti déjà des stars à l'intérieur du club, avant même de parler des joueurs susceptibles de rejoindre le PSG. Tu as un Lionel Messi qui te dit « j'étais tout simplement pas heureux dans ce club ». Oui, mais là, il y a l'occasion de prendre le next step, l'échelon supérieur de la MLS. Exactement. Voyons. Dans un sens, c'est vrai. Et de venir à Hochelaga jouer chez nous. Donc, c'est son choix, il n'y a pas de problème. Mais tu as Kylian Mbappé qui est dans ce registre-là aussi. Il est au sein du club, il voit ce qui se passe en interne. Il le dit clairement aussi en conférence de presse qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants des discussions qu'il a pu avoir avec les dirigeants. Et lui, il veut pas rester. Il te le fait sentir, il te le dit. Si c'est pas maintenant, ça sera dans 1 an. Et ça veut tout dire. Quand t'es parisien, t'as toutes les possibilités justement d'avoir une super équipe et que ton meilleur joueur te dit que non, ils se foutent de vous là. De moi, je veux pas rester là. Ça en dit beaucoup justement sur la vision du club aujourd'hui. Donc pas mal de questions à se poser. Tu as parlé du Real Madrid. Pep Guardiola, dans les dernières heures, a dit, on lui a demandé, puis Kylian Mbappé à City. Puis il a répondu quelque chose comme non, vous savez où est-ce qu'il veut aller. Ouais. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, Olivier. Ça veut tout dire. Il aurait pu respecter justement. Je veux dire, t'as
Tu as un joueur qui appartient à une équipe aujourd'hui, qui est le Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non. Tu as un joueur qui déclare qu'il va rester au Paris Saint-Germain 1 an. Mais la traduction qu'on en fait et qu'en font justement les plus grands entraîneurs du monde comme Guardiola, c'est de dire on sait tous où est-ce qu'il veut aller. Mais c'est super grave en fait pour une institution comme le Paris Saint-Germain d'avoir ce ressenti-là. Aucun autre club ne vit ce que vit le Paris Saint-Germain. Et moi, je pense que la déclaration de Pep Guardiola, elle n'est pas anodine. Elle veut dire beaucoup de choses. On sait tous où il veut aller. Il a beau dire qu'il veut rester au Paris Saint-Germain, faire 1 an, etc. Non, son club, c'est le Real Madrid. Le Real le veut aussi. Et à mes yeux, en tout cas, il faut que ça se fasse, même pour le joueur. Parce que, comme je disais aussi dans ma chronique, le fait de voir des joueurs comme Haaland gagner la Ligue des Champions, Lionel Messi, le Ballon d'Or, être au firmament finalement de leur carrière aujourd'hui, et un Kylian Mbappé qui est censé être peut-être aussi bon, voire meilleur qu'eux aujourd'hui en tout cas. Il rentre même plus dans les discussions en fait, nulle part, ni en Ligue des Champions, ni dans le Ballon d'Or, alors que c'est un garçon qui nous a simplement marqué 3 buts en finale de Coupe du Monde. Il y a eu le problème, si ce n'est qu'il y a un problème au Paris Saint-Germain, qu'on n'est pas capable de lui servir une équipe qui est à la hauteur de ses ambitions. Et je pense qu'il faut qu'il se marie avec le Real Madrid parce que les deux marques, Mbappé et Real Madrid, nous offriraient une équipe incroyable avec ce qu'ils ont. Vinicius, Camavinga, Bellingham aujourd'hui. Jude Bellingham. T'en as pour 10 ans. Légende de Newcastle, José Lou aussi. Non, mais exactement. José Lou, pardon. C'est ça, t'en as pour 10 ans d'hégémonie là, avec cette équipe-là. Et moi, j'ai envie de voir Kylian Mbappé briller au mieux. Et j'ai l'impression qu'avec Paris, ça n'a pas fonctionné malheureusement et il faut voir ailleurs. Malgré ça, on a quand même posé la question sur les réseaux sociaux. Quelle est la prochaine destination de Kylian Mbappé? Bon, évidemment, beaucoup de réponses sur le Real Madrid, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Mais moi, je trouve qu'il y avait quand même des trucs intéressants. Des bonnes idées. Des trucs intéressants là-dedans. Hein? Ça, j'ai trouvé que c'était... On se mouille, là. JP qui dit « Un club anglais, assurément. » Assurément. Je trouve que c'est ça. C'est un petit peu trop... Ouais. Un petit peu trop sûr de soi, mais je respecte ça. Il y en a même plus qu'un qui dit Manchester United. Pardon. Surtout pas. Surtout pas. On serait divertis, par contre. Éric Ten Hag qui entraîne Kylian Mbappé, moi, je trouverais ça amusant. Non, pas intéressant. Moi. Franchement, non. J'ai l'impression qu'on va... Non, il va rentrer dans un projet où... Et c'est ça le piège, c'est de rentrer dans un projet où on va faire penser que le joueur va sauver une institution, un club. Et c'est tout ce qu'on veut pas pour Kylian Mbappé. Je pense qu'il l'a fait au Paris Saint-Germain. On lui donne une responsabilité qui est énorme, qui est juste énorme. On lui a donné les clés du club aujourd'hui. Et il doit justement trouver un projet qui est stable, qui lui permettra à lui... de développer son talent et pas d'être le directeur sportif entre guillemets d'un club, et c'est ce qui sera en arrivant à Manchester United. Oh là là. Luc s'est permis d'établir un classement. Quand même, j'admire l'effort. Numéro 1, Real Madrid, d'accord. Numéro 2, Manchester City. Ouh! Bon, Guardiola a un peu éteint le feu là, mais Mbappé et Haaland, hein? Ça aurait été rigolo. Manchester United en position 3. 4, Juventus. OK. 5, AC Milan. OK. Et 6, l'OM, juste pour narguer les gens du PSG. T'imagines? Ce serait pas mal, ça. Ce serait pas mal du tout. Hein? On serait très divertis. Ça serait pas mal du tout. Ouais. Et il y en a des petits comiques, là. Hein? Les petits comiques comme Maël qui dit « Montréal, non. Haha, ce serait trop bon. FRL. » For real, je pense. C'est comme ça que les jeunes le disent maintenant. Merci, Maël. Israël qui proposait Montréal. On lui donne le club et le stade olympique. On va en être enfin débarrassé. On pourrait repartir avec une fois son contrat terminé. On part avec le stade, puis on construit quelque chose de nouveau à cet endroit-là. Ça pourrait l'attirer, je pense. Un terrain, je pense qu'il se vendrait quand même assez cher. Et Sébastien qui nous envoie deux bombes de connaissances en disant qu'il s'en va au Canadien de Montréal, comme Pierre-Luc Dubois. Vous l'aurez su en premier dans Tellement Soccer qui s'en va, que les deux s'en vont au Canadien de Montréal. Kylian Mbappé et Pierre-Luc Dubois. Ça va être très, très, très bon. Et en dernier, ça m'a beaucoup amusé. Olivier, c'est pas moi, parce que moi, j'aurais répondu Newcastle. Olivier Epp, qui dit Chicoutimi avec 3 émojis qui pleurent de rire. Voilà. Merci de m'avoir diverti. J'en suis très reconnaissant. Assoun, tu as dit quelque chose d'intéressant aussi. Puis ça, sur, le départ d'Mbappé, ce que ça représente pour le PSG, tout ça,
On a tendance à oublier ce que ça voudrait dire pour la Ligue 1 elle-même. Puis là, tu as mentionné à quel point ça pouvait être très difficile à avaler pour le championnat. Pour ce qui est des droits télévisuels, ça vient à échéance bientôt. Exact. À quel point est-ce que, sans dire, est-ce qu'il y a un après Mbappé pour la Ligue 1? Mais comment est-ce que tu fais pour garder une marque Ligue 1 assez forte? Ça va être dur. Ça va être très dur. Je pense que le départ d'un Kylian Mbappé va avoir un réel impact sur la négociation des droits TV. On sait que c'est la tête de gondole, on sait que c'est vraiment la personnalité sur laquelle on mise pour attirer les diffuseurs aujourd'hui. Et si tu perds une star comme l'Espagne a perdu des grands joueurs de son côté, bah forcément, ça a un impact sur cet aspect-là. Donc, l'enjeu est là. On a vu les dirigeants du foot français s'exprimer, essayer de retenir Kylian Mbappé d'une façon ou d'une autre. On a vu Emmanuel Macron, encore une fois, le président de la République. Je vais essayer de pousser pour qu'il reste. Voilà ce qu'il a déclaré la semaine dernière, encore une fois. Hein? Mais est-ce qu'on se rend compte justement je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais de l'impact et du retentissement qu'a ce garçon aujourd'hui, où le président de la République doit intervenir dans justement une décision sportive. Est-ce qu'on a déjà vu ça, même au monde, je veux dire? Est-ce que François Legault n'a pas dit je vais pousser pour que Cole Caulfield signe avec la... Non, c'est pas arrivé, ça. C'est pas arrivé. Hein. Non, c'est pas arrivé. Non, je sais pas, c'est comme si, je sais pas, Obama demandait à LeBron James je sais pas moi, de rester dans de un... De pas signer dans la Euroleague de basket. Tout simplement, ouais, c'est des choses jamais vues, en fait. Il faut comprendre, je veux dire, l'envergure et la dimension qu'a ce joueur aujourd'hui, c'est juste incroyable. Et son envergure est tellement forte qu'il peut se permettre aussi en conférence de presse de répondre au président de la République à cette question-là. On lui a demandé si la déclaration du président avait une incidence sur son choix. Il a répondu, son déclaration n'a aucune incidence sur mon choix. Je veux dire, à quelle heure un joueur de 23, 24 ans peut répondre ça au président de la République en lui disant « Écoute, tu peux dire ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Je sais où je veux aller, c'est moi qui décide. » Je veux dire, c'est incroyable le poids de Kylian Mbappé aujourd'hui. Donc voilà, son départ fera forcément des remous. Moi, j'espère vraiment qu'il fera le bon choix pour lui. Et j'ai comme l'impression, je suis désolé de le dire là, mais que son retard de transfert au Real Madrid, ça a été entre guillemets une perte de temps pour lui, à mon avis, pour le Paris Saint-Germain aussi, de reconstruction. Et c'est difficile de ne pas se demander pourquoi tu as prolongé. C'est ça, c'est que l'argent, tout simplement, l'argent qu'on lui proposait, c'était juste incroyable, indécent. Et je pense qu'aujourd'hui, il réalise que c'est peut-être le temps d'aller corriger ça et de signer là où il doit être aujourd'hui, c'est-à-dire au Real Madrid à mes yeux. On a toujours le choix. On a toujours le choix, c'est vrai. Même pour l'Arabie Saoudite. Même LeBron James aurait le choix d'aller jouer, je sais pas, au Real Madrid, justement. Ouais. Aller gagner le seul trophée qui lui manque, l'Euroleague de basket. C'est vrai. LeBron, on sait que tu écoutes. Prends notre suggestion. Donc, voilà. Real Madrid, c'est dit. Ça va être le Real Madrid, Kylian Mbappé, avec Bellingham, là. Bellingham qui a fait une très, très belle première impression, par ailleurs, pour sa présentation la semaine dernière. Numéro 5. Numéro 5 de Zizou. Ouais. Et de Fernando Gago. Ouais, franchement, si Mbappé rejoint cette équipe-là, c'est un carnage pour 10 ans. Je veux dire, t'as Bellingham, t'as Vinicius, t'as Mbappé. Ouais, mais attends, là, Barcelone est rendu Barcelone est rendu l'Inter Milan des années 60 là, qui gagne tous ses matchs 1-0. Ouais, mais là, non. Ça ira trop vite. T'imagines? Passe de Camavinga à gauche à Vinicius qui donne à Mbappé, vice-versa. Non, tu peux pas. Elle est injouable, cette équipe. Vous le voyez pas, là, mais Hassoun, une petite coulisse de bave ici, là, il en salive. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup vraiment voir cette équipe, cette génération-là, réunie de cette façon-là. Puis, ce serait peut-être la meilleure équipe de l'histoire, vraiment, là, qu'on verrait sur le terrain. C'est trop de talent et j'espère vraiment que Kylian va rejoindre cette équipe-là. Pour les gens de notre génération là, qui ont vu la première mouture du Real Madrid de Florentino Pérez, on faisait qu'acheter des grosses stars sans vraiment savoir qu'est-ce qu'on avait comme projet sportif. Un peu comme le PSG de notre époque, finalement. Puis là, maintenant, de voir le Real Madrid avec un projet sportif cohérent, moi, je suis un peu déboussolé. C'est ça, cohérent, les poches pleines, parce qu'ils ont vraiment été
très très prudents depuis pas mal d'années sur les investissements. Ils ont gardé des joueurs jusqu'au bout. Je pense à Toni Kroos, à Modric, qui ont apporté énormément aussi. Ils font leur renouvellement petit à petit, de façon intelligente, un nouveau stade. Franchement, c'est l'occasion justement d'aller chercher un gros joueur et d'avoir une équipe, qu'on parlait d'équilibre plus tôt, ultra équilibrée, cohérente. Et je pense que là où Kylian Mbappé aurait du mal à accepter de jouer en pivot gang au PSG en neuf, je peux dire que son pivot gang au Real Madrid, il va vouloir le faire. Il va vouloir le faire. Porter le numéro 9 au Real Madrid, c'est beau. Ce serait beau pour lui et je pense que ce serait incroyable pour lui de faire ce mouvement-là. Hein, qui l'eût cru? Le Real Madrid qui est presque aimable. C'est là qu'on est rendu. Ouais. C'est là qu'on est rendu. On a hâte de voir comment tout ça va s'articuler. Ce n'est pas fini. C'est un classique de l'été maintenant, la saga Kylian Mbappé. Nouveau classique de l'été aussi à l'occasion maintenant, la Ligue des Nations de la CONCACAF. Yeah, we were close. I thought we were right there tonight. And then cup finals are decided by big moments, set pieces. You know, for us, the US were dominant in that space. I thought we struggled all night with the quality and the variety and what they were able to deliver. But outside of that, I thought it was a very competitive match. I thought Canada had a lot of good moments and missed some big chances to turn the game back in the right direction. I think, again, whoever scores the first goal sort of takes control. But, you know, I was surprised. I mean, the US, they did what they needed to do to win the game. They give up on their typical identity of possession-based football and relied on a real physical style. So kudos to them. They did to us what we did to them in Holland. Alors, John Herdman, sélectionneur du Canada après la défaite des Rouges en finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF contre les États-Unis, qui était étrangement content de la performance de sa troupe. Un peu de regret sur les phases arrêtées. Les États-Unis qui ont été, a-t-il dit, pas mal plus forts que le Canada dans ces situations de jeu, mais tout de même, une belle performance du Canada. Je me demande depuis hier soir si on a regardé le même match à Sun, mais bon, Chris Richards et Folarin Balogun qui marquent les 2 buts des États-Unis, 12e et 34e minute. On n'a pas regardé le même match. Hein? Non, du tout. Écoute, ça a été un mauvais match, il faut le dire, de la part du Canada dans la présentation, dans l'approche, j'ai envie de dire, d'une finale. Je veux dire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas remporté de titre à ce niveau-là. 2000, la Gold Cup. Ouais, ça fait plus de 20 ans. Et de se retrouver justement dans cette situation où tu as l'occasion justement de marquer le coup, de montrer que tu as évolué en tant qu'équipe. Mon analyse hier était de dire que on allait assister à un grand match, qu'on n'avait jamais eu une équipe aussi belle et qu'on allait justement assumer notre statut et de voir cette prestation. La prestation, mais j'ai envie de dire que les déclarations de John Herdman sont aussi graves pour moi que la prestation en tant que telle, tu vois. Il y a quelque chose qui ne va plus. Moi, j'adore ce coach à la base. J'aime beaucoup ce qu'il dit, j'aime beaucoup ce qu'il a présenté. J'aime beaucoup le travail qui a été fait par lui et son staff jusqu'à la Coupe du Monde. Et j'ai l'impression que depuis la Coupe du Monde, il perd un peu le fil. Il perd un peu le fil sur le plan tactique, sur sa communication. Même pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, justement. Et j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Que je ne sais pas si c'est un manque d'humilité. Je ne sais pas si c'est une perception qui est totalement différente du ressenti qu'on a sur le terrain, mais je veux dire que moi, c'est pas les réponses qu'il nous a données hier, par exemple, c'est pas ce que j'ai voulu entendre. J'ai voulu une équipe qui assume justement le fait de pas avoir été bonne, qui s'en prenne à ses joueurs, qui disent que ça n'a pas été bon, qu'on doit progresser là-dessus, que c'est inadmissible de perdre de cette façon-là, qu'on a des joueurs qui sont pas présentés, que peut-être il peut remettre en question. Peut-être pas lui directement, mais de parler des choix qu'il a fait, tactique. Pourquoi Buchanan ne joue pas? Moi, ça m'a surpris personnellement, mais c'est mon choix personnel. De voir des joueurs comme Alphonso Davies, qui, je veux dire, grand joueur, pas de problème, mais qui rentre dans une équipe, on a l'impression qu'il doit en faire 8 fois plus que les autres, et ça devient complètement
ultra contre-productif. Ça m'a fait penser un peu à son match, le premier des Merci. 2 matchs à Edmonton. Merci. Alphonso Davies avait tellement l'air de vouloir faire quelque chose devant une foule partisane chez lui à Edmonton. Le Canada a gagné ce match-là contre le Costa Rica 1-0. Mais Alphonso Davies, dans ce match-là, il y avait beaucoup de volonté, mais comme tu le disais, il y avait certains moments où le ballon au pied, tout à fait contre-productif. Mais ça marche plus au niveau. Ça marche plus. Je veux dire, les deux parties. S'il y a quelqu'un qui devrait le savoir, c'est bien lui. Il joue au Bayern de Munich. C'est exactement ça. C'est que tu veux avoir justement, ça peut partir d'une bonne intention. Tu te sens plus fort, tu es plus fort. Bien entendu, il n'y a pas de problème. C'est un super joueur. Et tu as l'impression de devoir en faire 8 fois plus et de ne pas respecter, entre guillemets, le collectif et d'avoir l'impression que tout repose sur tes épaules. Mais on l'a vu à Edmonton, comme tu as dit, on l'a vu en Coupe du Monde face à la Croatie aussi. On le voit, on le décrit. Et je pense que la force d'un manager, c'est de pouvoir justement rééquilibrer tout ça. Et semaine après semaine, mois après mois et d'une année à une autre, on retrouve les mêmes difficultés et on replonge dans le Canada qu'on a connu dans les dernières années. Et c'est ce qui me gêne, moi. C'est nos vieilles pantoufles. Non, mais de se dire, on a perdu, regardez, on a été bon, on aurait pu, et puis tu tombes dans un discours de lose, en fait, tu vois. Et moi, c'est tout ce que je veux pas. Ça appartient au passé. Aujourd'hui, tu dois être capable justement de dire la vérité à tes joueurs. Tu dois être capable de te remettre en question. Tu dois être capable justement de corriger ce qu'il faut corriger tactiquement comme une grande nation et comme tu essayes justement d'amener ton équipe à ce niveau-là. Tu peux pas dire, c'était bien, c'était cool, ils sont gentils. Ouais, mais regardez, on a fait ça. Ouais, mais notre préparation, c'était... ça, c'est ce qu'on entendait il y a 20 ans. Voilà. Tu veux retourner à ça aujourd'hui ? C'est là où on se dirige tout simplement en se disant on a perdu parce que les autres. Moi, c'est ce qu'il imaginait dans son discours et c'est ce qu'il imaginait dans ce match, dans la prestation, dans l'approche de ce match-là. J'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu. Tu parles d'approche, tu parles de choix. Déjà au départ de cette rencontre-là, il y avait des surprises. Dans le 11, moi, je ne m'attendais absolument pas à ce que Osorio soit là. Ouais. Je comprends un peu qu'est-ce qu'on cherchait à faire avec ça. Mais bon, Scott Kennedy, qui est préféré à un Victoria, par exemple. Scott Kennedy, j'ai tellement pas aimé son match. Je ne peux pas croire que... Puis je suis sûr que le garçon est bien gentil puis qu'il a des qualités et tout ça. Mais dans une finale continentale, je sais que c'est pas la Gold Cup, mais bon, c'est un trophée quand même, de demander d'affronter cette équipe des États-Unis-là. On sait à quel point ils sont athlétiques, comment ils peuvent arriver comme un train devant toi. Ils vont te faire Puis mal. de demander à un défenseur d'une équipe de 2e division allemande qui a été reléguée cette année, ça me scie les jambes. Ça ressemble à un test. Mais c'est pas le temps de faire un test en finale de la Ligue des Nations, Joël Albert. Mais justement, c'est là où je veux en venir. C'est qu'il y a à peine un mois, John Malman nous a dit il n'y a pas de place pour faire des tests aujourd'hui à ce niveau de la compétition. Je ne peux pas prendre un garçon comme Chouanière, je ne peux pas prendre d'autres garçons, etc. Parce que, je veux aller dans la direction avec des joueurs d'expérience et avec des joueurs qui sont capables de me livrer la marchandise. Mais il se contredit même dans ses déclarations. Aujourd'hui, je suis perdu. En fait, c'est ça. C'est là où je veux en venir. Je veux le mettre face justement à ses déclarations, à ce qu'il veut projeter. Et le résultat qu'on a sur le terrain, je veux dire, on peut parler, on peut parler de différents joueurs, de différentes positions, de tout ce qu'on veut, mais c'est la responsabilité de l'entraîneur aujourd'hui. Et on doit être capable de dire la vérité, de dire que là, ça marche pas. Là, ce que tu nous présentes tactiquement et en termes de communication, ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a la responsabilité des joueurs, mais la première responsabilité, c'est celle de l'entraîneur. Il a fait un travail fantastique. Il faut lui donner, sincèrement. La progression qu'on a eue, c'est juste phénoménal. Il a fait des choses remarquables. Mais on doit être capable aussi de dire la vérité quand ça ne va pas. Et sincèrement, depuis moi, la Coupe du Monde, j'ai été déçu de certaines choses. Et j'ai l'impression que ça continue et qu'on accepte finalement de se dire c'est pas trop grave, il y va comme ça. Mais non, hier, c'était pas possible de perdre comme ça. On attendait plus. Il faut être déçu. Il faut arriver à ce niveau-là de déception, de ressenti qu'ont les équipes de très haut niveau, qui passent à côté d'un match, et de se dire que on doit apprendre de ça pour être meilleur par la suite. Et moi, la déclaration qu'il a eue après le match, ça m'a pas plu du tout, en fait. Et je comprends, dans une certaine mesure, John Herdman, puis c'est de bon ton. On sait que ça va pas bien Canada Soccer, puis les ressources et tout ça. Parler d'une séance d'entraînement, entre guillemets, de phase arrêtée qui se fait à l'hôtel, dans une salle de conférence ou un gymnase, peu importe. Puis
Puis je comprends pourquoi tu es à pic puis tu veux en parler de ces choses-là, mais effectivement, il me semble que c'est pas le temps. Si tu veux vraiment établir que le Canada, maintenant, comme tu le dis, on perçoit nos défaites différemment, que c'est pas que des « Ah, bon, ben, bravo à l'adversaire, c'était très bien, et puis nous, ben, tant pis », que non, faut qu'on soit fâché de ça. Peut-être des trucs du linge sale que tu laves en famille au lieu de mettre ça sur la place publique, même si je comprends. Puis, jusqu'à un certain point, je pense que c'est légitime d'en parler. Mais même, je veux dire, encore plus haut que ça, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord pour dire qu'il y a des choses qui doivent être meilleures. La préparation, les États-Unis ont eu plus qu'une semaine, 10 jours de préparation pour s'amener à ce match-là. Ça n'a pas été le cas pour le Canada. Il n'y a pas de problème, on peut lui donner tout ça. Mais je veux dire, c'est un discours de loose, ça. C'est là où moi, je ne veux pas aller et je n'ai pas envie justement de donner cette tribune-là, cette crédibilité. Il a raison dans tous les sens. Dans tout ce qu'il va dire, on va être d'accord avec lui. Mais moi, j'ai envie qu'il aille au fond de ce qu'on a vu, tout simplement, et qu'il ne nous donne pas justement un bagage qui est différent ou parallèle de ce qu'on a vu sur le terrain. Il y a des joueurs qui ne sont pas montrés, il y a des joueurs qui n'ont pas été bons, il y a des choix tactiques qui n'ont pas été cohérents. J'ai envie de parler de foot sur le terrain, sur une finale où tu es capable d'aller... Tu as une équipe qui est capable d'aller chercher un trophée avant le match. Et je pense que le discours qu'il a eu avant le match, c'est de dire aux gars, guys, on doit gagner, on a tout ce qu'il faut pour gagner, etc. Tu ne peux pas perdre 2-0 de cette façon-là. Et après, moins d'une heure après le match, nous dire que c'est parce que j'étais à l'hôtel, c'était ça, c'était... Je veux dire, on oublie quelque chose de très important avant de ça. dire que les gars ont tout donné aussi, Voilà. Puis que si on avait concrétisé nos occasions, c'est un match aussi, différent. Je veux en dire. termes d'efficacité. Il faut être lucide aussi. C'est ça, tu as une équipe qui est ultra efficace en face. On parlait de coups de pied arrêtés. Tu as un joueur qui est à Reims qui sort de 21 buts en saison, mais on a quoi? On a Jonathan David qui est au-dessus de ça. Aussi, on a des arguments. On a Alphonso Davies. Je veux dire, tu as quand même des arguments pour pouvoir affronter cette équipe sans aucune crainte. Mais on a vu, je veux dire, 2 écarts entre 2 équipes aujourd'hui. Et c'est malheureux de voir qu'on a l'impression de reculer et sur le terrain, et sur l'approche, et sur la communication qu'on fait justement de nos prestations. On recule de 20 ans, j'ai l'impression, et c'est pas ce qu'on veut voir. On a annoncé avant cette rencontre-là que ce serait la dernière d'Atiba Hutchinson, un des grands soldats de cette équipe-là. Un gars qui a travaillé fort pour ce programme. Ouais. Il n'a pas joué Non. contre les États-Unis. Qu'est-ce que tu en fais? Non, il n'a pas joué, il n'est pas rentré. Je ne sais pas si... je suis un peu partagé là pour le coup. Je ne sais pas si c'est sa déclaration qui est un petit peu précipitée cette semaine. Maladroite. Ouais, aussi, parce qu'on joue une finale. Ouais. Tu comprends? On joue une finale, on joue un match ultra important aussi. Et annoncer avant une finale que ça va être ma dernière, ok. Je peux comprendre l'entraîneur qui est plongé justement sur sa préparation et qui n'a pas le temps justement de gérer ces états-là. Moi, j'aurais préféré qu'il ne l'annonce pas maintenant, qu'il fasse le match, que le match se déroule. Puis sur 24 heures, 48 heures après ce match-là, ou en amont d'un match amical par la suite, qu'il l'annonce et qu'on lui donne la tribune qu'il mérite. Moi, je pense que là, pour le coup, c'est plus une question de timing qui n'a pas marché. Et je pense que ce n'était pas le bon timing d'annoncer ça avant une finale. Je ne l'ai jamais vu ailleurs, donc voilà. En tout cas, salutations à Atiba Hutchinson pour une grande carrière qui ne se poursuivra pas. Et cet été, ça ne se poursuivra pas, selon TSN, pour Tejan Buchanan, Jonathan David, Alphonso Davies, Kyle Larin et probablement Ismaël Koné qui, selon, donc, je disais TSN, ne seront pas à la Gold Cup. Ouais. Donc, on parle de faire on ne fera pas des tests, des grandes occasions. La Gold Cup, c'est une grande occasion. J'ai hâte de voir la composition de cet effectif-là. Hein? Ouais. C'est comme si on avait un peu, je sais pas, on veut l'acheter à la poubelle déjà, cette Gold Cup. Ça va être... malheureux. Ouais. C'est dans l'approche justement de prendre les compétitions au sérieux. Ça va être justement ce regard-là. On va être attentif justement à ces nouvelles qui ne sont pas du tout officielles encore, mais je pense on verra bien. Je pense qu'on va dans ce sens. Et pourquoi pas... Il faut qu'il se repose à un moment donné aussi. Ça, je le comprends. Le calendrier est rendu tellement chargé. Ultra chargé. Et puis, c'est peut-être l'occasion, là encore, de faire valoir
des joueurs qui veulent intégrer cette équipe-là. Donc, à surveiller en tout cas. En tout cas, c'était pas le match le plus impressionnant. Non. Mais tu sais ce que j'ai vu de plus impressionnant Dis-moi. dans le milieu du soccer cette semaine? Vous irez voir ça sur le compte Twitter des Earthquakes de San Jose. C'était beau, Un ça. jeu à la mi-temps, un kidam, un spectateur, à qui on demande de faire rouler le ballon à partir de la surface de réparation le plus près possible du rond central. Fait pas juste la mettre dans le rond central, il la met sur le point au milieu du terrain. Plus beau que n'importe quel but que vous avez vu dans les dernières semaines. J'en suis pas revenu encore. Ouais, franchement, c'était incroyable. J'ai revu la vidéo plusieurs Hein? fois, à cliquer, remettre. Je me dis, attends, mais comment il a pu doser justement au maximum son coup de pied? Puis C'est tu formidable. vois la balle ralentir et se poser au milieu du centre de cette façon. C'était fabuleux. L'une des actions de la semaine. Pas mal Vraiment. meilleur que la couverture de Scott Kennedy sur Baldwin pour le deuxième but américain. On a commencé à l'étranger, on s'est rapproché en Amérique du Nord. On va terminer dans notre cours à Montréal. On est très content et je suis content de la qualité de l'équipe. Avec, vous avez vu il y a quelques semaines les salaires qui sont sortis des joueurs. Donc par rapport à ce que nous investissons et la qualité de joueurs, et aussi par rapport aux experts de la Ligue qui nous attendent au fond du classement, moi je reste convaincu qu'on a une équipe pour avoir une bonne équipe avec du bon football et avoir des gens qui viennent au Stade Saputo pour prendre du plaisir. Et, donc la panique chez moi n'a pas été là. Je sais qu'on a parlé beaucoup de l'échange avec Kamal et Lassiter et Duke qui a été une réaction, mais ce n'était pas une réaction parce que tout le monde savait qu'on était en train de regarder pour améliorer l'équipe. La seule chose, c'est qu'on a été patient pour prendre le joueur et les joueurs, parce qu'après Lassiter, c'est vrai que c'est devenu une nécessité avec les blessures que nous avions, mais c'était surtout pour Bryce qui était un objectif à nous et on a dû attendre le temps avec les finances que nous avons pour prendre le bon moment. Ce n'était pas un bilan de mi-saison. Moi, s'il y a une chose que j'ai retenue des différents échanges avec Olivier Renard au cours des dernières semaines, c'est la notion même de bilan de mi-saison. Très peu pour lui. Néanmoins, il s'est adressé aux médias, il nous a parlé en tête-à-tête la semaine précédente, puis ensuite rencontré toute la faune médiatique montréalaise pour justement faire un bilan de mi-saison. Je ne sais pas comment le présenter autrement. Le CF Montréal, à peu près à la mi-saison, est 9e dans l'Est, ce qui donne accès aux éliminatoires. 7 victoires, 9 défaites, 1 nulle, 22 points, 1 derrière le DC United de Wayne Rooney, avec 2 matchs de plus à jouer. Je viens de te dire toutes ces statistiques-là. Après le début de saison qu'ils ont connu, est-ce que tu aurais cru qu'on en serait là? Franchement, non. Hein? Franchement, non. On a redressé la barre Ouais, de façon... assez admirablement. Exactement, de façon spectaculaire. Je pense que l'équipe a réagi de la meilleure des façons. Il y avait pas mal de critiques qui étaient mises à l'encontre des joueurs déjà, des joueurs à savoir s'ils devaient être échangés, s'il fallait en amener d'autres à la place. J'étais de ceux qui disaient que non, qu'il fallait tout simplement que les joueurs présents prennent leurs responsabilités. Ou qu'ils soient échangés. Exact. Et non, mais moi j'avais envie de les voir progresser, évoluer et prendre la responsabilité justement sur ce qu'ils font. Sinon, la sanction allait être celle-ci. Donc, ils l'ont bien fait. Et je suis content de voir la progression de joueurs comme Camacho, par exemple, qui s'affirme de plus en plus. Ou de recrues en interne, j'ai envie de dire, de joueurs qui avaient disparu depuis pas mal de mois, voire années, et qui renaissent de leur cendre. Absolument pas de qui tu peux parler. Je pense à Zachary T'es-tu Brouillard, sérieux? par exemple. Voilà. C'est un exemple concret. On a beaucoup parlé de jeunes qui sont passés à Montréal, qui passent à côté justement de carrières intéressantes par manque d'investissement ou d'intérêt à travailler fort, d'être en corrélation avec leur talent. Et de voir que Zachary a travaillé comme il fallait pour répondre présent et de se dire que oui, on m'a mis de côté, on m'a mis en concurrence, mais que finalement, lorsqu'on fait appel à lui cette année, en tout cas, il est présent, mais pas seulement présent. Je trouve qu'il fait preuve de personnalité, il a le brassard de capitaine, il marque des buts. Et je pense que ça, c'est une des belles actions du club et du joueur d'arriver à remettre en lumière des joueurs comme celui-ci.
Et je pense que ça peut être de bon augure, hein. On n'est pas loin d'une place intéressante, 2 matchs en retard face à DC, à des équipes comme DC. Et je pense vraiment que le CF est dans la bonne direction pour aller chercher ce qu'on ne soupçonnait pas, hein, de bonnes places dans le classement, et un Losada qui arrive à diriger son équipe finalement dans la direction dans laquelle il veut aller. Et ça, c'est pas mal du tout. C'est intéressant que tu parles de ça parce qu'il y a été question un peu du style Oui, dans cette conférence de presse-là d'Olivier Renard, ce point de presse où il a dit « Je ne vous cache pas que j'espère avoir un... » Excusez-moi, je fais pas l'accent belge, je ne l'ai pas, l'accent belge. C'est pas bon. « Je ne vous cache pas que j'espère avoir un meilleur football que ce que nous faisons actuellement, mais on vient de tellement loin avec des situations tendues à gauche et à droite que l'important est de prendre les points quand le bateau va reprendre son rythme de croisière. J'espère que les joueurs vont retrouver un style de jeu que je veux et que le club veut atteindre. » Fin de la citation. ouais, c'est un avis tranchant, quand même, hein. tranchant vraiment, mais qui donne justement l'intention du club en fait de vouloir avoir une philosophie de jeu qui colle à ce que le club veut faire tout simplement. Alors le risque dans ce type de déclaration, c'est d'enlever finalement une sorte de pouvoir à l'entraîneur, en se disant que la philosophie appartient au club et pas au coach. Donc c'est de voir comment les choses vont être amenées, perçues aussi par le coach lui-même. Et c'est sûr que, je veux dire, les prestations étaient extrêmement difficiles. On a vu du mieux quand même, j'ai envie de le dire aussi, de la part des hommes de Losada. J'ai vu des actions, moi, de belles actions aussi, des belles phases de jeu émerger match après match. Et c'est sûr que c'est dans ce cheminement qu'on veut aller et qu'on veut développer justement le CF Montréal. Excusez-moi, j'ai été... on a ouvert la porte. J'ai été un peu déboussolé par ça. Et dans le style, justement, et cette question-là, du style, moi, sans dire que ça me sidère, ça me fait poser des questions ou du moins, j'aimerais ça être dans la salle des fois Ouais. quand Olivier Renard et Hernan Losada discutent du style, discutent de qu'est-ce qu'ils veulent voir sur le terrain. Parce qu'on le savait déjà quand Hernan Losada est arrivé. On savait un peu à quoi il était habitué, du moins. L'énergie sans le ballon, jouer plus directement et tout ça. Puis la question, c'était toujours, bon, OK, comment est-ce que les deux vont se marier? Ouais. Et là, on est à la mi-saison et on se pose encore ce genre de questions-là. C'est ça. Ça me fascine. Je sais pas vers quelle question me diriger avec ça pour toi, Hassoun, mais disons que je trouve encore qu'il y a un certain clash. Non, il y a un clash et on l'a constaté sur le terrain, il faut le dire aussi. Je pense qu'on en avait parlé dans les balados précédents, en début de saison en tout cas, où on écoutait ce que Losada voulait mettre en place, beaucoup de verticalité, d'aller rapidement vers l'avant, de faire mal à l'adversaire très rapidement. Et puis on a senti aussi que lui, il ne savait plus où se mettre entre l'effectif qu'il avait et ce qu'il voulait proposer. Donc ça se constatait sur le terrain. On avait l'impression d'avoir une équipe qui était scindée en deux, qui ne savait pas spécialement quoi faire sur le terrain. Lorsque tu mets en place un 4-4-2 par exemple, ou un milieu en losange avec un numéro 10, il y en a eu quelques-uns, Duke ou Hamdi par exemple, sur les derniers matchs. Je veux dire, avoir cette philosophie de jeu de transition rapide, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Je veux dire, un numéro 10, c'est un métronome, celui qui prend le temps, qui décide justement de quand mettre le tempo, d'avoir une variation entre la conservation et l'attaque directe. Et forcément, quand on te présente une philosophie de jeu différente à ce qu'on a sur le terrain, tu te dis, attends, mais je veux dire... À quel sein dois-je me vouer? C'est ça, c'est comme demander à Higuaín, à Columbus, de jouer à 2000 à l'heure quand le gars, justement, est un métronome. Higuaín à Columbus, 2013 veut avoir sa référence, ça sonne. Exactement, bien joué. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est justement toutes ces interrogations-là. Il y a de la qualité dans l'effectif, c'est sûr. Mais il faut trouver le juste équilibre justement pour balancer entre la philosophie qu'Hernan Losada veut amener et ce qu'on a sur le terrain tout simplement. Et Olivier Renard, on l'a entendu en ouverture, a parlé essentiellement du rapport qualité-prix de son équipe. Ouais. Je ne sais pas si j'ai de la misère à m'imaginer comment est-ce qu'un joueur interprète ces propos-là. Parce que moi, ce que j'en comprends essentiellement, si je suis joueur dont le salaire est intéressant, mais peut-être modeste, comparé au mien, mettons. C'est
Et on m'apprécie beaucoup pour l'argent que je fais économiser à mon club. Ouch. Me semble, non? Oui, non, C'est délicat, le sport pro, à cause de ça. Oui, c'est délicat. Après, c'est sûr que c'est pas des attaques directes envers ces joueurs. Je pense que c'est plus en comparaison à ce que peuvent dépenser des équipes différentes comme Toronto. Il l'a dit, Ouais, il l'a faut dit, il y a aller. dit le mot hanté. Faut y aller concrètement. Je pense que c'est plus une façon pour lui, voilà, de montrer il peut avoir une bonne gestion, une gestion équilibrée qui empêche justement ce type de dérive. Donc je le vois plus comme ça. Et au contraire, c'est tirer un coup de chapeau à des équipes, à des joueurs qui donnent leur maximum de leur potentiel. Et on n'est pas loin voilà, d'avoir une équipe qui est super efficace par rapport au potentiel. Donc, c'est des déclarations franches de la part d'Olivier Renard. Je pense que c'est son style. On ne peut pas lui reprocher ouais, ça. ça, pour le coup, il a décidé Ouais. d'adopter cette façon de communiquer. Et ça nous donne justement des orientations et des attentes. De la part des joueurs, forcément, on en veut plus. Et de la part aussi c'est pas une critique, mais d'un regard par rapport à ce qu'il attend en termes de philosophie de jeu vers l'entraîneur. Et on a envie d'en voir plus aussi. Olivier Renard aussi, on lui a posé les questions parce que Eden Hazard, hein? Eden Hazard, ça se poursuit pas au Real Madrid, on ne sait pas où il va aller. Olivier Renard est belge. Ils ont joué ensemble un tout petit peu. Mais il y a eu zéro contact à Soud. Est-ce que... Non? Je Est-ce sais que pas. toi, t'aimerais ça? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis sceptique. On serait divertis. Jacques Alexis nous dit oui. On serait divertis. Moi, je... Ouais. Oui. Ouais. J'ai envie de te dire que ça dépendrait pour moi, en tout cas, du degré de motivation d'Eden Hazard, en fait. Parce que on sait tous que c'est un grand talent. Pour moi, c'était un des meilleurs joueurs des 10 dernières années. Vraiment. Il pouvait faire ce qu'il voulait sur le terrain quand il avait envie. En tout cas, il était incroyable. Et après, je connais pas son degré de motivation, sa volonté de s'inscrire dans un projet comme celui du CF Montréal. C'est un autre monde, c'est un autre continent, c'est un autre football aussi. Et forcément, les jeunes ont envie de le voir en leader et de voir la façon dont il peut amener cette équipe au plus haut. Donc forcément, ce serait un attrait, ce serait fabuleux de le voir sous la tunique du CF Montréal. Mais avec la mentalité du grand joueur qu'il est, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut voir. Et écoute, ça pourrait être un bon deal. Moi, dans le même style, à une certaine époque, je voulais voir Ben Arfa sous le maillot du CF Montréal. Légende de Newcastle. Exactement. On rentre un petit peu dans le même registre de joueurs fabuleux, talentueux, mais on le sait qu'il y a une donnée importante, c'est celle de leur motivation et de leur degré d'implication dans un projet. Moi, j'ai aimé cette remarque-là par rapport à Eden Hazard. Il y a certainement c'est Olivier Renard qui parle. Il y a certainement beaucoup de gens qui vont lui téléphoner pour lui proposer quelque chose. Je crois qu'il veut mettre sa tête à l'endroit avec sa famille et ses enfants. Il en a plusieurs. Je ne sais pas si vous saviez, mais il en a beaucoup. Ça, c'est... Une fois par réponse, à peu près, Olivier Renard nous glisse un petit cadeau comme ça à la toute fin. J'adore ça. Un petit biscuit. Moi, ce que je dirais à tout ça, Hazard, je pense qu'on parle pas du bon Hazard ici. Torgan Hazard. Ah. Hein? Moi, je te dis, ça réglerait l'histoire de il existe-tu le poste de latéral gauche au CF Montréal? C'est qui le latéral gauche du CF Montréal? Moi, je te mettrais Torgan Hazard à ce poste-là. Ça règle tout. On parle pas du bon Hazard. C'est ça l'affaire. On parle pas du bon Hazard. Rapidement, Hassoun, c'est bilan de mi-saison. Ton joueur de la mi-saison, sans réfléchir. Il a peu joué au début de saison, beaucoup sur la fin. J'ai envie de t'en citer deux, ce serait Sinusi Ibrahim. Ouh. Parce que j'ai bien aimé justement son implication sur le terrain. Et bien entendu, Jonathan Sirois qui fait une saison franchement fantastique. J'ai envie de lui tirer... Le garçon qui voulait être un bon numéro 2 cette année. Ouais, franchement. Parachuté. Exactement. À ce poste-là, premier match à Miami. Envoyez donc. Non, incroyable. Bravo pour ce qu'il arrive à faire. Franchement, je le trouve fantastique. Et qui continue comme ça parce que c'est vraiment beau ce qu'il fait, tout simplement. Moi, je le donne à Mathieu Choinière pour tous les efforts déployés. Je sais qu'en statistique, ça ne se reflète pas nécessairement, mais
s'il n'y avait pas eu Mathieu Chouanière dans cette première moitié de saison, je pense que Hernan Losada, ça serait creuser la tête pas mal des fois pour trouver des plans de rechange. Et ta déception de la mi-saison? Ma déception, j'irais sur un garçon... Ah, déception, c'est un grand mot, tu vois, parce que l'équipe a réussi... Ça dépend comment tu l'interprètes. A réussi à redresser la barre de belle façon. Donc, j'ai l'impression que si je jugeais un joueur que j'ai vu en début de saison, ce serait injuste pour lui au vu des prestations qu'il donne aujourd'hui. Mais... Mouille-toi. Ouais, déception, je vais y aller avec Aufort, mais c'est sévère. Alors, je vais aller avec Aufort parce que, bah écoute, je sais pas, par rapport à l'efficacité, à certaines actions de jeu, j'en attends plus d'un attaquant, tout simplement. Le ciment dans ses bottes. Ouais, mais comme vous avez vu, j'ai vraiment réfléchi à dire son nom. J'ai hésité. Pourquoi? Parce que c'est un garçon qui se donne énormément, qui triche pas, qui s'implique et qui a du cœur, vraiment. Et juste pour ça, je sais ce que ça demande, moi, dans un vestiaire, dans le sport de haut niveau, de s'arracher pour son équipe, dans son collectif, surtout quand ça va pas bien. Bah, lui a au moins le goût de l'effort et Le goût de l'effort. Ouais, exactement. Il travaille fort. Je suis désolé. Pour son équipe. Et juste pour ça, bah, c'est dur pour moi de parler de déception. Donc, voilà. Voilà la façon dont j'ai envie de définir Aufort aujourd'hui. Moi, je vais donner ça à les quelques derniers matchs de Bryce Duke. Il me semble la deuxième moitié de ces matchs. Ça m'a laissé sur ma faim, même s'il y a eu un petit sursaut de vie à son entrée contre Minnesota. Ouais. Ça, j'ai vraiment aimé son entrée, mais ça faisait, je sais pas, 5, 6, 7 matchs. Ouais. Il ne répondait pas aux attentes. Mais clairement, on l'a entendu dans l'extrait aussi, c'est un projet d'Olivier Renard. Et jusqu'ici, quand il y a un projet puis il envoie 3, 4, 5 offres pour finalement avoir raison, comme avec Georgi Mihailovic, qu'ils ont fini par aller chercher à Chicago, ça paye. Donc, je donne le bénéfice du doute, nettement, parce que je pense aussi que Bryce Duke arrive ici dans des bonnes dispositions. Il sait c'est quoi le projet sportif, il sait que ça peut être un tremplin ici, mais qu'il faut qu'il mette l'effort. Oui, exactement. Non, c'est pour ça, il y a plusieurs définitions justement de la déception, comme tu l'as vu. Tu peux parler d'Aaron Herrera aussi, qui arrive ici pour être un cadre indiscutable à droite puis qui se fait damer le pion par Zachary. Exactement. Tu as des joueurs qui vivent des situations difficiles et différentes à chaque niveau. Donc, ouais, il y a des enjeux pour chacun. J'espère vraiment que la mayonnaise va prendre encore mieux en deuxième partie de saison et que Duke aussi sera au rendez-vous parce que c'est vrai que c'est un maillon important au vu de ce qu'on a vu quand il est arrivé. Franchement, il peut apporter énormément et j'ai envie de le voir au plus haut niveau. En souhaitant pour le CF Montréal que la pause internationale leur ait fait beaucoup de bien. Déjà, il y a moins d'internationaux que par le passé qui sont allés s'époumoner avec leur équipe nationale. Aaron Herrera, justement, convoqué, notamment pour la première fois, je pense, aussi. Mais là, bon, tout le monde devrait, en théorie, être reposé. Et j'espère pour eux qu'ils sont bien reposés parce que mercredi, ça commence assez fort. Nashville, deuxième dans l'Est. Et Hani Mukhtar. Il est chaud. Hani Mukhtar, là. Il est chaud. Il est chaud. C'est pour vous dire à quel point FIFA, c'est pas la vraie vie. Ça m'est arrivé une fois je me souviens plus avec quel club il était avant. Il n'était pas dans un club genre l'Ajax ou un truc du genre, peu importe. J'avais commencé une saison puis j'avais Hani Mukhtar dans mon effectif. Dieu du ciel que je l'haïssais. Tu sais, haïr un joueur dans un jeu vidéo, il faut vraiment qu'il... ça prend quelque chose de fort. Qui te gâche ta journée. Et là, Mukhtar, là, je ne pouvais pas... J'étais pas capable d'attendre que la fenêtre des transferts arrive pour enfin m'en débarrasser. Ben, sapristi, il pète tout en MLS. Il y a quelque chose comme 6 000 buts et 12 000 passes décisives dans les 2 derniers matchs. Là. Un truc du genre. À peine. Quel joueur. Ça va être très dur pour le CF Montréal et on en reparlera sans doute la semaine prochaine. Assoun, merci. Un plaisir, Olivier. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à Jacques-Alexis derrière la console. On va se retrouver lundi prochain quand quelque chose aura sans doute fait les fils de presse là, dans les prochaines heures. Puis là, ça va être... un 6 jours d'attente pour aborder des sujets. C'est ça, notre marque de commerce. On vous retrouve la semaine prochaine pour Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.